Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais vous parler dans cette vidéo des émotions. Alors, qu'est-ce qu'une émotion? En tant qu'être vivant, nous évoluons dans un univers qui est sans cesse instable, en transformation permanente. Et dans cet environnement qui donc lui est changeant, notre défi de chaque instant, eh bien, c'est de parvenir à maintenir notre stabilité, notre équilibre, et ce grâce à des mécanismes de régulation et d'adaptation. Alors, lorsque nous percevons des choses qui confortent, voire qui améliorent notre équilibre, nous ressentons des émotions agréables comme la joie, la sérénité, la gratitude, la plénitude, etc. Et ces émotions s'accompagnent de la sécrétion d'hormones et de neurotransmetteurs favorables à la santé et au bien-être, comme par exemple la sérotonine, la dopamine, les endorphines, l'ocytocine, etc. Alors, ces hormones, elles influent sur l'expression de nos gènes et elles améliorent le moral, le sommeil, mais aussi le système immunitaire, la régénération et les mécanismes de réparation cellulaire. Donc finalement, elles contribuent à améliorer notre santé globale. Au contraire, tout stimulus qui est perçu par notre système nerveux comme étant une menace potentielle pour notre équilibre va, lui, être vécu comme un stress et va provoquer la sécrétion de tout un cocktail d'hormones comme le cortisol ou les hormones surrénales comme l'adrénaline, la noradrénaline, etc., associées à des émotions quant à elles désagréables comme la panique, la peur, la tristesse, la jalousie, la colère, la détresse, etc. Alors, ces hormones de stress ont à la base une fonction positive également, nous pousser à réagir et à nous adapter pour restaurer un équilibre qui a été perçu comme étant menacé. C'est-à-dire concrètement trois choses en fait, hein. Soit faire ce qu'il faut pour nous sortir de la situation stressante, soit agir, passer à l'action pour la transformer, soit si c'est impossible, simplement l'accepter. Donc, le stress en soi n'est pas nocif dès lors qu'il débouche sur une possibilité de passage à l'action. Et il n'y a pas d'émotion qu'on pourrait qualifier de négative par elle-même, hein. Simplement des émotions désagréables qui ont une fonction et une utilité. En revanche, lorsque le stress est vécu dans l'impuissance, lorsque l'on n'entrevoit la possibilité ni de fuir, ni de changer les choses, ni d'accepter, eh bien, les émotions désagréables s'installent alors de manière durable, chronique, et cet état qui normalement est prévu pour être intense, certes, mais ponctuel, va se prolonger. Et du coup, va user notre énergie, nos ressources, puisque l'organisme, ben, il fonctionne du coup dans ce cas-là en sur-régime en fait. Du coup, bah, les fonctions comme le sommeil, la régénération, la cicatrisation, la réparation cellulaire, les fonctions immunitaires, la reproduction, toutes ces fonctions-là qui ne sont pas jugées prioritaires là dans l'instant, sont mises en veille par l'organisme qui est soumis à un stress oxydatif accéléré, c'est-à-dire concrètement un vieillissement accéléré, une acidification du terrain qui devient inflammatoire et se transforme en fait en terreau finalement favorable à toutes les maladies de civilisation comme les cancers, le diabète, la dépression, les maladies cardiovasculaires, les maladies auto-immunes, etc., etc. Alors, que faire? Tout d'abord, bon déjà, si vous vous reconnaissez dans ce scénario de stress chronique, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette situation et que par défaut, notre cerveau est davantage enclin à se faire du souci pour rien qu'à voir les choses sous un angle positif, résilient ou encore moins reconnaissant. Alors pourquoi? Eh bien parce que notre cerveau, eh bien, il est finalement l'aboutissement, le résultat de dizaines de milliers d'années d'évolution, où nos ancêtres chasseurs-cueilleurs avaient un risque important de mourir brutalement, surpris par une catastrophe, par un prédateur. Donc pour eux, mieux valait s'inquiéter pour rien 9 fois sur 10, plutôt que d'ignorer un danger qui aurait pu s'avérer fatal. Ce qui fait que les individus les plus vigilants ont été sélectionnés par l'évolution naturelle de l'espèce humaine, au sens où finalement c'est ceux qui ont survécu et c'est ceux qui ont pu nous transmettre nos gènes. Et nous sommes l'aboutissement de ce processus-là.
Alors aujourd'hui, bien sûr, les dangers ne sont plus du tout les mêmes dans le monde moderne et pourtant, dans notre cerveau, ce sont les mêmes programmes de survie primitifs de type fuite ou attaque qui s'enclenchent lors d'une dispute avec le conjoint, une incivilité sur la route, des problèmes scolaires des enfants ou tout un tas d'autres désagréments du quotidien, parce que l'amygdale dans le cerveau les perçoit comme une menace pour la survie, donc elle va surréagir et elle va activer du coup la branche sympathique de notre système nerveux autonome. La branche sympathique, c'est un peu comme la pédale d'accélération de l'organisme. On se met en tension pour agir, pour réagir. Et ceci finalement, comme à l'époque où nous vivions dans la jungle et où une menace grave pour la survie avait été détectée. Alors, sauf qu'aujourd'hui, souvent, ce stress, non seulement il se déclenche dans des situations inappropriées, mais en plus, il est vécu la plupart du temps dans l'impuissance. C'est-à-dire qu'on va bouillonner de l'intérieur sans possibilité de passage à l'action. Par exemple, face à la pression d'un manager au travail, on ne peut ni attaquer ni fuir. Donc, on va subir. On va subir dans l'impuissance. Mais notre corps, lui, ne comprend pas. Parce que d'un point de vue chimique, il s'était préparé pour l'action, pour le passage à l'action. Et du coup, cette frustration, cette inhibition de l'action, eh bien, elle nous mine ensuite pendant des heures et on va ressasser, ruminer ce qui s'est passé et puis voire même anticiper anxieusement l'avenir, ce qui va se passer dans le futur. Donc, pour résumer, le stress ponctuel, il est utile, il est stimulant, il est fait pour nous pousser à faire ce que nous sommes là pour faire, c'est-à-dire trouver des solutions, réagir, passer à l'action. Par contre, le stress chronique, lui, il est nocif, il est délétère, destructeur, d'autant en plus que le stress s'auto-entretient et qu'à force de penser en boucle au même problème, on finit par frayer et par renforcer de robustes connexions neuronales qui vont nous prédisposer par défaut à emprunter toujours les mêmes rails. Et on devient d'ailleurs même addict d'une certaine façon aux poussées de cortisol et d'adrénaline parce que comme on est épuisé nerveusement et physiquement, ça va ensemble, eh bien les seuls moments où on a l'illusion de récupérer un petit peu d'énergie, eh bien c'est quand on est stressé. Du coup, c'est un véritable cercle vicieux qui s'installe, qui nous épuise de plus en plus, nous vide de notre énergie vitale. Et plus le stress chronique occupe de l'espace, évidemment, mais moins il y a d'espace pour les émotions agréables qui, elles, sont favorables à la santé, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, d'où l'intérêt de remettre de la conscience dans ces automatismes et se reprogrammer progressivement pour le bonheur, pour le bien-être, en apprenant bien, à cultiver des pensées agréables et à augmenter à la fois la durée consacrée à savourer ces petites choses de la vie qui ont de la saveur finalement, mais à côté desquelles souvent on passe, et le volume aussi et l'intensité de ces expériences émotionnellement agréables. Prendre le temps de vivre pleinement ces moments dans la pleine conscience de l'instant présent, prendre le temps d'apprécier ce qui va bien, c'est vraiment une compétence comme toute compétence qui s'apprend et qui se renforce par la répétition. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas le penchant naturel du cerveau, ce qu'explique très bien quelqu'un comme Rick Hanson dans son ouvrage Le cerveau du bonheur. Par défaut, nous avons tendance à concentrer notre attention sur ce qui ne va pas ou sur ce qui pourrait éventuellement se dégrader, plutôt que sur ce qui va bien et que du coup on considère comme acquis et habituel. Et donc on perd petit à petit la capacité à s'en réjouir. Et pourtant, c'est cette capacité à se réjouir des choses et des êtres, de la vie qui nous entoure, qui fait le bonheur finalement. Alors, sur le site boostetonenergie.com, vous trouverez un module, un booster qui s'intitule 21 jours pour vivre de la gratitude et qui propose un programme, donc sur 21 jours, pour orienter davantage son attention vers les jolies choses de la vie et réapprendre à remercier et à se réjouir de ce qui est déjà là, ici et maintenant.
Alors, tout ceci ne signifie pas pour autant qu'il faille s'interdire de vivre ces émotions désagréables. Au contraire, l'idée, c'est juste de développer une capacité à les accepter, à les intégrer, sans pour autant les laisser occuper tout l'espace mental, émotionnel, physique. Alors, une émotion, c'est une dynamique. Le mot émotion vient du latin ex movere, qui signifie sortir hors. C'est donc une énergie de mouvement vers l'extérieur, en expansion. Et il y a trois grandes manières de vivre une émotion. La première, se laisser emporter. Réagir de manière impulsive, quitte à se comporter d'une manière qui n'est pas conforme à nos valeurs ou à notre intérêt sur le long terme et qui aura pour conséquence des sentiments désagréables comme les regrets ou la culpabilité. Deuxième stratégie face à une émotion, bloquer l'émotion. On s'épuise alors nerveusement dans un mécanisme de pousser et de contre-pousser, parce qu'on lutte finalement contre une partie de soi-même. C'est une partie de nous-mêmes qui veut nous dire attention, danger, tu dois trouver une solution. Et du coup, cette partie-là, cette part de nous-mêmes n'est pas entendue, elle n'est pas prise en compte. La conséquence, dans ce cas, ça va être la somatisation, c'est-à-dire que l'énergie bloquée va s'enquister, s'inscrire physiquement dans le corps, et ce blocage énergétique va se traduire par des symptômes, des maladies. Troisième stratégie face à une émotion, eh bien, accueillir. Accueillir l'émotion pour la laisser passer au travers. Ici, on commence par accepter ce qui est, observer sans juger. L'émotion est là, on accepte son existence, on l'identifie, on la nomme, on va pouvoir reconnaître son utilité, décoder son intention positive, ce qu'elle nous invite à prendre en compte, à corriger dans notre vie, et puis on la remercie. C'est-à-dire, à la fois on peut lui dire merci pour son message, et la remercier aussi au sens de dire au revoir, puisqu'elle n'a plus d'utilité, son message ayant été délivré, reçu, intégré. Alors, dans les deux premiers cas, on reste dans la réaction impulsive finalement, c'est-à-dire qu'on se laisse emporter par l'émotion, ou au contraire, qu'on la bloque, qu'on la réfrène, eh bien, ça se passe automatiquement en fait. C'est pas des choix conscients qu'on va faire. Alors qu'avec la troisième stratégie, ici, on n'est plus dans la réaction, on est dans la réponse consciente. Je choisis en conscience de faire face à mes émotions. Alors, pour résumer, on peut utiliser une image, hein, c'est un peu comme si vous étiez dans l'eau, à la mer, et que vous essayez de vous enraciner dans le sable pour résister aux vagues. Eh bien, vous finissez à un moment donné par être emporté parce que vous vous heurtez à une puissance, à une force supérieure à la vôtre. En revanche, lorsqu'au moment voulu, vous plongez simplement dans la vague, bien, vous ressortez en sécurité de l'autre côté après être passé simplement au travers. Alors, c'est de la même chose avec les émotions. Même si on vous a répété des choses comme sois fort, tiens-toi droit, les grands garçons ne pleurent pas, mais non, tu n'as pas peur, c'est rien, etc. Et que peu à peu vous avez appris à mettre un couvercle sur vos émotions, eh bien, vous avez tout à fait le droit de plonger, de choisir, de faire le choix conscient de plonger dans vos expériences émotionnelles, et ceci justement afin de pouvoir passer plus rapidement au travers et permettre le retour dans votre corps d'une énergie suffisante et circulante surtout. Alors vivre ces émotions, ça n'est pas du tout un signe de faiblesse, hein, au contraire, ça demande du courage, de la force de caractère, d'assumer sa part de vulnérabilité. Et le paradoxe, c'est que c'est au moment où vous l'acceptez, cette part de vulnérabilité, que vous la dépassez. Comme toujours, c'est l'acceptation qui rend possible la transformation et la réharmonisation. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant à la chaîne, en partageant et en mettant un pouce vers le haut si vous avez aimé. À bientôt.